Donc bonjour à tous, donc Erwan Kutulik, donc je fais partie des associés un des 3 associés là, du GAEC de Kercherneck, donc comme l'a dit Luc, dans le Finistère Sud, je précise parce qu'il y a encore une différence. Euh, donc qui connaît aussi la sécheresse de plus en plus. Donc on a un troupeau de 75 vaches laitières pour 330 000 litres de lait par an qui sont vendus donc en circuit long à Biolay. On est sur une exploitation qui est passée petit à petit à tout terme. Donc aujourd'hui, c'est un parcellaire groupé de 83 hectares tout herbe qui nous permet de maximiser le pâturage. Ça, c'est vraiment un des objectifs de l'exploitation. Et on atteint ainsi 75% d'herbe pâturée dans la ration des animaux. Alors, je le dis, la situation, donc on n'est pas très loin de la côte et on est sur une zone, en fait, où on a un très grand gradient à la fois de pluviométrie et de température. Donc on va dire que sur la côte, ils sont à 800 mm de pluie et 30 km plus au nord, on est à 1200. Et pour les températures, c'est un peu les mêmes choses en termes de, à la fois en été, un très fort gradient. Et en hiver aussi, quoi. On a des températures plus douces qu'en centre-Bretagne. On a des sols qui sont très peu profonds chez nous. Nous, on est un peu entre ces deux extrêmes du Finistère Sud. On a des sols qui sont très peu profonds, donc en fait, ça réagit extrêmement vite aux coups de chaud et aux absences de précipitations. Et vous avez ici, en termes d'exemple, là, les mesures de croissance de l'herbe qu'on réalise sur notre exploitation. Donc chaque point vert, c'est une mesure. Et vous voyez la variabilité énorme à laquelle on est confronté. Il n'y a pas d'année moyenne depuis que je suis installé. Vous avez les deux extrêmes, donc 2021 en noir, une année faste, une année de vache grasse, comme l'a dit Luc, et 2022, l'année dernière, la rouge, avec le creux d'été, donc qui s'est bien effondré, et avec une rapidité, c'est-à-dire qu'en un mois, on bascule de l'euphorie au paillasson. Et pour donner l'exemple de cette année, c'était la même chose que la courbe rouge, mais avec le petit rebond en moins. Donc on a touché le fond encore plus vite et le rebond a eu lieu plus tôt. Voilà, donc même en Finistère Sud, on sait ce que c'est la sécheresse. Et alors, donc, fort de ça, tiens, deuxième micro, ce sera plus facile. Fort de ça, tu as mis en place des pratiques à la fois sur l'animal, le troupeau, et sur les prairies, puisque c'est essentiellement des prairies sur lesquelles tu comptes. Et d'un point de vue animal, du coup, vous avez fait quel choix en termes de vélage ? Donc dès le début, on s'attendait en fait à avoir ce creux d'été. On ne pensait pas l'avoir si vite, si fort et si fréquemment, surtout. L'évolution du troupeau qui était en vélage étalé sur l'année s'est faite progressivement. On a fait évoluer en 2 saisons de vélage et aussi en se disant que ça nous permettait, en fait, en faisant véler 2 tiers des animaux au printemps, 1 tiers à l'automne, d'avoir des animaux donc, qui sont taris, avec des plus faibles besoins à la fois en hiver, comme pour les vélages groupés de printemps classiques qu'on connaît bien, et à la fois en été. Donc ça nous permet en fait d'augmenter pendant les périodes où la croissance de l'herbe est ralentie, la surface disponible en herbe de qualité pour le troupeau en lactation. Donc on passe comme ça en été à 1 hectare accessible par vache laitière. Donc c'est-à-dire qu'une pousse de 16 kg de matière sèche par hectare et par jour suffit à couvrir les besoins du troupeau. Donc c'est relativement faible. Et le reste du troupeau est alimenté dans ces périodes-là avec une alimentation plus grossière. Ce système aussi avec 2 saisons de vélage a une autre souplesse, c'est que ça nous permet d'avoir des tarissements et des réformes anticipées à différents moments de l'année en fonction des besoins, de l'état des stocks. On peut aussi conduire certains animaux en lactation longue et décider peut-être un peu plus tard est-ce que c'est un animal qui va être réformé ou qui va continuer. Et c'est des animaux qui vont aussi pouvoir accepter d'avoir de moindres besoins à un certain moment de leur lactation et d'avoir le temps de reprendre de l'état corporel et d'assurer quand même des bonnes performances de reproduction derrière. Et ça nous permet aussi, pour ce qui est des génisses, donc de viser le vélage 2 ans, mais si on a un aléa, de les faire véler à 2 ans et demi éventuellement. Quoi. On peut encaisser. Quoi. Donc c'est quelque part un système souple de ce côté-là. Et le deuxième levier, Luc en avait parlé aussi tout à l'heure, et je pense qu'il est non négligeable en fait, donc c'est la monotraite.
Donc ça permet aussi de garder des vaches en bon état corporel de manière indéniable, y compris en été quand on est parfois sur des stocks sur pied vieillissants et les vaches ne maigrissent pas exagérément. On garde un lait de qualité aussi avec des taux qui se maintiennent bien. Il y a une partie de notre lait qui est valorisée par un fromager et ça je pense qu'il apprécie aussi d'avoir un lait encore bien fromageable malgré des stocks de qualité un peu moins bons en été, du pâturage de qualité un peu moins bonne. Et aussi cette histoire d'aller loin, quoi, chercher les vaches, d'emmener les vaches loin, quoi. Donc s'il faut faire 1,2 km pour aller au champ, c'est faisable une fois, 2 fois, ça devient plus dur, quoi. Surtout quand il fait chaud. Et un dernier détail de confort du trailer, c'est que c'est, mine de rien, nous on connaît plus trop la traite aux heures étouffantes avec des mouches partout dans la salle de traite. Et ça, je trouve ça bien. Et donc, ton deuxième levier, c'est plutôt les prairies. Ouais. Où là, tu as quelques astuces qui te permettent aussi de dormir plus tranquille dans les périodes compliquées, quoi. En effet. Donc, la deuxième chose, donc, c'est adapter nos prairies. Donc, à la base, donc, ce sont des prairies temporaires, la plupart, qui avaient été semées. Et un de nos objectifs, c'est quand même vraiment de les faire vieillir. Donc, et aussi de les spécialiser à certains usages, quoi. Avoir dédié à tel ou tel type de pâturage, telle ou telle zone de la ferme. Donc, à la base, on avait implanté des espèces qui se voulaient résistantes, donc notamment à la température, je pense, parce qu'on parlait de la fétuque élevée. On a implanté aussi du trèfle violet un peu partout, du plantain aussi. Vous parliez des espèces qui rebondissent bien à l'automne, ça en fait partie. Donc, dès qu'il y a de l'eau, ça repart. Un des fondamentaux, je pense, pour réussir à faire vieillir ces prairies-là et les faire évoluer, c'est de ne pas oublier de les faire grainer. Et ça, je pense qu'on l'avait oublié jusqu'à l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une gestion du pâturage assez optimisée, à favoriser le talage, à avoir des plants, quelque part, qui sont des clones les uns des autres, qui se touchent. Et l'année dernière, là, quand il y a certaines zones qui ont complètement cramé, on s'est dit, bon, ça grille et puis ça va repartir. Sauf que l'année dernière, c'est pas reparti à certains endroits. Donc, on a vraiment des zones qui étaient totalement mortes, où ce qui est revenu, c'était les adventices du maïs d'il y a plusieurs années avant, des géraniums, plein de jolies choses. Donc, on ne s'est pas précipité à ressemer. On s'est dit, si c'est ressemé pour que ça recrève l'année prochaine, ça ne sert à rien. Donc, on laisse voir. Pour l'instant, c'est pas 20 hectares sur la ferme, c'est quelques surfaces un peu sporadiques. Mais on va voir revenir du brome dans ces endroits-là, on va voir revenir le plantain qui se diffuse aussi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à laquelle il va falloir qu'on s'habitue, faire grainer ces plantes, et aussi ne faucher que des zones qui ont du sol. Je vous ai dit qu'on était beaucoup sur des sols superficiels qui sèchent vite. Une fauche, c'est une exportation nette, directe, sans retour. Sans détail non plus, la vache, elle sait où est la gaine du raiggras, la barre de coupe, elle a parfois un peu plus de mal. Et je pense que là, on est en train de se recentrer à se dire, ces zones-là, vraiment, on essaye de ne plus jamais les faucher parce qu'elles n'encaissent pas, quoi. Donc c'est une bonne connaissance de ces sols aussi, hein, et accepter de se dire que sur la belle parcelle de 4 hectares, on n'en fauchera que 2,5 et qu'il y aura 1,5, tant pis. Ce sera juste du pâturage. Et aussi donc dédier les parcelles qui sont portantes. Parfois, c'est ces parcelles qui brûlent en été. Elles ont l'intérêt d'être portantes. Et donc, c'est de les utiliser pour valoriser au mieux le pâturage hivernal. Donc, vous voyez sur la croissance de l'herbe que parfois, en hiver, on a des croissances qui sont au moins aussi bonnes qu'en été. Avec l'autre avantage, c'est que les stocks sur pied qu'on a l'habitude de faire pour l'été, on ne sait pas s'ils vont aller jusqu'au bout. Parce que parfois, on a un beau raiggras trèfle et d'un coup, il y a tout qui s'étiole et tout qui crame. Alors qu'en hiver, on voit quand même à peu près clair pour les faire évoluer longtemps et plus lentement, on va dire. Et donc ça nous permet de faire des stocks hivernaux à la fois de qualité pour les vaches laitières et des stocks, on va dire, de plus gros volume pour les animaux taris. Un deuxième point là sur les prairies qu'on avait oublié un peu, c'était d'avoir une bonne valorisation des prairies humides. Donc c'est la photo du haut notamment et de celle de droite aussi. Donc mon père m'avait dit, ouais, on n'a jamais vu les vaches laitières dans cette parcelle-là. Bon, on l'a fait. Donc c'est
Dans notre système, elles sont a priori destinées aux vaches taries, c'est-à-dire qu'on accumule une grande quantité de biomasse, donc ça peut être jusqu'à 5 tonnes de matière sèche hectare, qu'on fait valoriser par les vaches taries sur juillet-août. C'est pas loin du foin sur pied parfois, mais c'est valorisé, c'est pas de stock, donc c'est pas de récolte, c'est pas de carburant, et c'est des vaches qui font le boulot. Quand le printemps est déjà très sec, donc là c'était le cas en 2020, c'est une zone qui normalement est inaccessible avant le mois de fin juin. Là, c'était tellement sec qu'au mois de mai, c'était accessible. Donc au final, on a pu aller brouter cette herbe qui était moins belle que du raisin anglais, mais c'est les vaches laitières qui y ont été. On a peut-être perdu 10% de lait, mais on n'a rien déstocké, encore une fois. Et si c'est la crise, on peut aussi, là je rebondis sur ce qu'a dit Luc tout à l'heure, faire confiance aux vaches et aller sur ces zones pauvres. Et si ça permet de passer 15 jours et de ne pas compromettre la repousse de certaines prairies qui sont dans leur cycle de repousse, et pour ne pas y revenir trop tôt et sans déstocker aussi, on peut le faire. Il faut accepter de faire moins de lait. Et il faudrait peut-être faire une petite appellation pour les fromages issus de ces prairies fleuries, parce que ça pourrait peut-être le valoriser un peu mieux. Donc, ça nous pousse même, en fait, cette histoire de valorisation de prairies humides, à se dire qu'il y a certains endroits où, dans les années antérieures, dans un contexte différent, il y a eu beaucoup de drains qui avaient été posés, beaucoup de fossés qui avaient été creusés, et qu'il y aurait beaucoup à gagner l'herbe bouchée aujourd'hui. Donc accepter d'aller plus tard dessus, mais avoir de l'herbe encore en été. Et un troisième point qui touche ces prairies humides, là aussi, c'est la valorisation des arbres comme fourrage. Donc là, c'est un peu la photo de droite qui l'illustre. Souvent, en fait, ces bas-fonds, comme ils étaient impropres à la culture du maïs, ils ont été délaissés. Donc pendant des années, on a des saules immenses qui s'y sont agglutinés, on va dire. Et ces saules-là, par exemple, nous, on fait du bois énergie sur la ferme. Donc ça, c'est la photo de droite, c'est l'exemple d'une saulaie qui a été coupée, donc à 2 mètres de haut, pour garder les saules sous forme de têtards, pour que les vaches ne les broutent pas intégralement à la repousse, et l'herbe qui revient dessous. Donc ça, c'est l'idée d'avoir un fourrage joker pour les années dures sur la ferme aussi, quoi. Et donc là, cette année-là, on avait valorisé par exemple 2 tonnes de feuilles. Donc ce qui n'était pas nul et qui permettait de passer facilement 3 semaines avec quelques animaux. Et donc un peu à l'image de ce qui se développe à Lusignan aussi, de replanter en intraparcellaire des alignements d'arbres. Je pense que là, on a encore beaucoup de choses à redécouvrir aussi, à la fois en termes d'essence, mais de comportement entre mycorhizes et prairies, parce que c'est pas forcément les mêmes plantes qui poussent sous les haies. Donc là, je pense qu'il y aura un petit peu de recherche aussi à faire. Et un peu la finalité, si on devait en avoir une sur ces prairies, ces arbres et le bocage, donc qui par l'endroit a sauté de manière assez violente chez nous quand même, c'est de profiter un peu de cette carte blanche pour essayer de recréer un peu un parcellaire bioclimatique. Donc je ne parle pas d'un bâtiment avec des clims et des ventilos, je parle de parcelles avec des haies bien dessinées à la fois pour pouvoir protéger l'hiver de la pluie, du vent, et l'été d'avoir des zones ombragées et ventilées. Et éviter d'avoir des animaux agglutinés sur un bout de parcelle parce que c'est le seul arbre qui traîne dans le coin. Voilà. Donc je pense qu'un des derniers messages, là, ce serait d'accepter ces zones humides qu'on a sur notre territoire souvent et d'en tirer profit. Ce sera bon pour les vaches, ce sera bon pour l'eau, ce sera bon pour la biodiversité. Merci Erwan. Ce que je retiens, c'est qu'il faut faire feu de tout bois, c'est ça? Il faut tirer profit de chaque opportunité, être assez réactif, mais ça veut dire anticiper quand même. Tu peux pas, ça se fait pas du jour au lendemain quand même ça. Non, donc parler d'anticipation, donc c'est vrai que la clé de base, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, c'est le chargement. Ouais. Donc être prêt à prendre une année dure. Donc aujourd'hui, on a un chargement à 1,15 UGB hectare. Si c'est l'année dernière tous les ans, il faudra qu'on descende à 1 UGB hectare, quoi, à peu près, quoi, en termes de fluctuation. Là. Donc profiter des bonnes années pour refaire des stocks de sécurité. C'est vrai qu'on a beaucoup de copains qui ne savaient plus où mettre leur foin et ils ont tout vendu et l'année d'après, ils en ont racheté partout. Donc
Voilà. Et être réactif et opportuniste, ça c'est quelque chose de fondamental, mais ça s'anticipe. Et donc ces histoires de croissance de l'herbe, de faire le tour de ses champs et de connaître l'historique du passé pour reprédire un peu ce qui se passe en termes de pousses, ça aide beaucoup, quoi. Et c'est vrai que nous, on fait un tour de pâture tous les 10 jours et on regarde en fonction du scénario possible, avec le recul qu'on a des scénarios de croissance des années passées, qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans le mois qui vient, est-ce qu'on fauche pas, et avoir une conduite, on va dire, assez prudente. Voilà. Eh bien, merci Erwan.